C'était dur pour vous de défendre votre frère malade ou c'était... C'était dur parce qu'il était épileptique. À l'époque, c'était une maladie qui faisait peur. Mais tout de suite, j'ai compris qu'il fallait prendre parti. Et donc, j'ai pris évidemment le parti de mon frère. À quoi ça sert de se dire chrétien pour un responsable politique si vous n'êtes pas capable de le faire transparaître dans votre engagement, de le faire vivre à travers les choix que vous faites? Le doute, les regrets, très souvent quand vous les exprimez dans la vie politique, en direct, nourrissent le sentiment de fragilité qui encourage les observateurs à penser que vous êtes hémorragique. Le fait d'avoir été, en telle et telle circonstance, d'avoir été couvert de merde, de sentir que les gens s'éloignent parce que c'est pas agréable. Personne n'a envie de fréquenter quelqu'un comme ça. D'abord, ça vous rapproche de beaucoup de gens. Et surtout, ça vous rapproche de vous-même. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Un immense merci d'avoir accepté de venir sur le plateau des Lueurs. Vous êtes la deuxième personnalité politique qu'on accueille. Mais juste avant, quand je vous ai dit vous êtes la deuxième personnalité politique qu'on accueille, vous m'avez dit la politique, ça, on ne peut pas me réduire juste à une personnalité politique. Si j'enlève justement les fonctions politiques que vous avez eues, votre nom, votre prénom, quel type de personne vous êtes? Comment vous vous décririez? Alors, ce que je vous ai dit, en vérité, c'est que je ne me sentais pas une personnalité politique. Parce que c'est pas la fonction, et c'est même pas le désir qui me caractérise. Un homme public, oui, parce que je prends la parole, parce que je m'exprime, parce que j'ai des engagements et j'ai des convictions. Mais c'est surtout quelqu'un d'engagé dans la vie de la cité. Et donc ça dépasse et ça déborde le cadre de la politique. Je n'ai rien à demander, je ne cherche pas à défendre la position d'un parti politique. Je défends des convictions, je défends un engagement personnel, je défends un certain nombre d'expériences que j'ai eu la chance de pouvoir faire, d'erreurs que j'ai pu commettre. Et voilà, je veux partager des leçons et je veux partager aussi des leçons de l'histoire qui sont importantes dans le métier qui a été le mien de diplomate. Alors justement, je vous reçois aussi parce que vous publiez un essai qui s'intitule « Le pouvoir de dire non » chez Flammarion. Et donc, à chaque émission des Lueurs, on se pose une question de 2h du mat'. Et donc, la question qu'on va se poser ensemble tout au long de l'émission comme un fil rouge, c'est pourquoi et comment apprendre à dire non. Et on va essayer de questionner à travers toute votre trajectoire, tout votre parcours, qu'est-ce qui a forgé votre socle de valeurs, qu'est-ce qui a forgé votre capacité aujourd'hui à dire non. On a une petite habitude, juste avant, c'est de faire connaissance grâce à 3 cartes. Vous allez pouvoir retourner celle qui est la plus à gauche, vous allez découvrir une phrase et je vous laisse la compléter. Alors j'obéis sagement, ce qui n'est pas mon habitude. Donc je vous la lis. Plus jeune, j'ai toujours pensé que mon destin était de... Parfois, quand on est jeune, on projette sa vie. Comment je m'imagine quand je serai grand, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à l'esprit de service. Qui, enfant, m'a marqué parce que j'adorais les histoires de chevalerie, j'adorais l'histoire de France, et donc je m'imaginais pouvoir aussi apporter ma contribution, ma petite pierre à l'édifice commun, à l'édifice national. J'ai admiré successivement la figure de Jeanne d'Arc, la figure d'Henri IV, l'édit de Nantes. Voilà une décision qui me fascinait. Comment est-ce que quelqu'un, à un moment donné, a le courage de vouloir empêcher les divisions religieuses? Comment quelqu'un comme Jeanne d'Arc, à un moment donné, veut empêcher l'abaissement de la France? Cette capacité des hommes et des femmes à s'opposer à ce qui apparaît comme une fatalité. Et ce qui est extraordinaire, et que je trouve personnellement fascinant, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Au départ, c'est le choix d'une femme ou d'un homme. Et puis les autres suivent, entraînés par un mouvement. Et c'est ça que je trouve étonnant, c'est qu'on se dit comme citoyen, et je me le suis dit comme enfant, ça nous confère une responsabilité. On va le voir tout au long de l'émission parce que ce qui n'est pas évident, c'est de savoir quel est le nom qu'il faut poser pour quelque chose de plus grand, ou quel est le nom qui devient de l'orgueil. Quand vous dites ils n'étaient pas nombreux, c'est une femme, c'est un homme. À l'époque, des gens devaient leur dire mais t'es complètement t'es à côté de la plaque en fait. Faire cette différence entre le nom qui s'élève et le nom qui s'abaisse. Ça vous a déjà intéressé ce questionnement-là? Bien sûr, mais je pense que c'est la clé. Et la réponse, elle est pas très compliquée. C'est que quand on se lève pour dire non, on le fait au nom d'une valeur, au nom d'un principe.
Et c'est ce que je crois être profondément l'histoire de notre pays. Une nation peut s'abîmer dans son incapacité à dire non. Le régime de Vichy, c'est à un moment donné le sentiment que face à l'urgence, face à l'occupation, il valait mieux se résigner. Et le nom du général de Gaulle vient nous apprendre qu'il y a non, il y a un principe. La France ne se couche pas, la France ne s'abandonne pas. Et l'idée que, somme toute, nous avions davantage intérêt à composer avec les Allemands plutôt qu'à nous opposer à eux, eh bien, c'était renoncer à ce principe. Et comme diplomate, je me suis senti très tôt la vocation et ce privilège inouï de défendre la parole de la France et l'action de la France dans le monde. La vie d'un diplomate, c'est la capacité à incarner ses principes. Et c'est quelque chose que j'ai appris dès l'enfance. Mon père, par le souci qu'il avait du monde, la passion qu'il avait du monde. Et dès 5 heures du matin, il mettait sa radio à ondes courtes et il nous réveillait parce que il écoutait le bulletin de nouvelles de Londres, d'Italie ou des États-Unis. Tous les grands événements du monde s'invitaient dans notre salon, s'invitaient dans notre table à manger, comme si, au même titre que les nouvelles familiales, ce qui se passait dans le monde nous concernait intimement et nous nous sentions associés en joie, en tristesse, au bonheur et au malheur du monde. C'est quoi, durant votre enfance, les 3 valeurs qu'ils vous ont transmis, vos parents? Pas des grands principes qu'on pourrait transposer aujourd'hui à la vie politique, mais vraiment des valeurs pour un homme comme vous, pour un enfant. Je sais pas, par exemple, l'écoute de l'autre, par exemple, le service, par exemple, le respect de sa personne, de son corps. C'est quoi les 3 choses qu'ils ont essayé, coûte que coûte, de transmettre à vous, Dominique de Villepin? La première valeur, elle est liée à l'histoire de ma famille, c'est que mon frère est tombé malade quand il avait 7 ans. Et donc, nous étions confrontés, toute la famille, à cette épreuve. Un frère extrêmement brillant à l'école, qui du jour au lendemain, du fait des médicaments qu'il devait prendre, a été handicapé dans ses études. Vous avez combien de frères et sœurs, pardon? J'en ai 4 et mon frère est mort quand j'avais 20 ans, le frère aîné. Et ce frère dont j'étais très proche, puisque moi je suis le second de la fratrie, a donc rencontré toute une série de difficultés qui sont liées à la maladie et à ce que provoque parfois la maladie, la stigmatisation, le rire d'un certain nombre de camarades d'école et autres. Et donc la première leçon que m'ont inculqué mes parents, c'est on n'a jamais honte de ce qu'on aime. On les défend. On n'a jamais honte de ce qu'on aime. On n'a jamais honte de ce qu'on aime, on les défend en toutes circonstances. C'était dur pour vous de défendre votre frère malade ou c'était... C'était dur parce que il était épileptique. À l'époque, c'était une maladie qui faisait peur et c'était une maladie qui pouvait provoquer des crises en toutes circonstances. Et quand vous avez 7, 8, 9, 10 ans, c'est pas facile de connaître la bonne réaction. Mais tout de suite, j'ai compris que il fallait prendre parti. Et donc, j'ai pris évidemment le parti de mon frère. Et donc, j'ai appris à m'opposer à tous ceux qui pouvaient s'en moquer, à tous ceux qui pouvaient choisir d'en rire. Et ça m'a donné une conviction dans la cour de récréation, donc quand on est jeune, c'est d'être du côté de ceux qui, très souvent, se font charrier, se font harceler. C'est cette idée que on ne joue pas avec la meute. On ne joue pas en meute et que tous ces comportements faciles, tous ces comportements qui font qu'on se sent fort parce qu'on est en groupe, eh bien, il faut les combattre. C'est un premier nom à poser dans la cour de récréation. C'est beaucoup de solitude. C'est beaucoup de solitude parce que c'est tellement facile de rire en groupe, c'est tellement facile de s'amuser en groupe. Et c'est plus difficile de tenir quand on est attaqué, quand on se sent même parfois vulnérable. Donc oui, ça creuse une solitude. Mais ça creuse aussi une conviction, c'est que celui qui est le plus faible, celui qui est vulnérable, mérite
qu'on se tourne vers lui. La capacité à dire non, puisque c'est justement la capacité à se poser avec des valeurs, avec des sentiments, ça vous conforte dans l'idée que quel que soit le combat qui soit à mener, eh bien, il mérite d'être mené jusqu'au bout. Quand on regarde l'histoire de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la première chose qui frappe, c'est à quel point nous sommes peu capables de mettre en pratique au quotidien toutes ces valeurs, la laïcité, à quel point nous sommes capables parfois de transformer ces valeurs en des armes, alors que elles sont faites pour nous aider à mieux vivre ensemble. Et je pense que cette prise de conscience, elle est importante parce qu'elle nous dit on a un pouvoir, chacun. Et ce pouvoir, il faut l'exercer. On l'exerce vis-à-vis de celui qui est à côté de nous, on l'exerce au sein de sa famille, on l'exerce au sein de son entreprise, on l'exerce au sein de son administration, et ça peut changer beaucoup de choses. Et cette responsabilité, je pense qu'il faut être capable de l'exercer. Donc moi j'entends que vos parents, et via la maladie de votre frère, vous transmettent la prise en compte de la vulnérabilité de l'autre, de sa souffrance et la capacité à s'y opposer. Est-ce qu'il y a deux autres valeurs, deux autres grandes lignes directrices de votre éducation qui sont transmises par vos parents ? La deuxième expérience, qui devient donc une deuxième leçon pour moi, c'est, alors que j'avais triché à l'école, la sanction donc tombe, mais ce qui m'avait frappé, c'est que la sanction de l'école était banale, comme le sont souvent dans ces cas-là, puisque c'était une pratique courante dans la classe qui était la mienne. Vous avez recopié 400 fois « je ne tricherai plus ». Ça devait être de cet ordre-là, mais par contre, la sanction de mon père et de ma mère a été immédiate. Je me rappelle, je devais avoir 13 ans. Le cadeau que m'a fait ma mère, c'est de me dire, écoute, en guise de punition, tu vas aller t'occuper des enfants dont elle s'occupait elle-même, qui étaient des enfants qui étaient dans une institution pour enfants délinquants, et tu vas participer à l'alphabétisation de ces enfants. Et donc, je me suis retrouvé avec des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, Vous avez quel âge à cette époque ? J'avais 13 ans. Et je me suis occupé de ces enfants. Et c'était le plus beau cadeau que ma mère puisse me faire. Donc, la punition, c'était de passer du temps à se donner pour les autres ? Oui, enfin, en tout cas, c'était pas présenté comme une punition, mais c'était voilà, il faut que tu comprennes et il faut que tu apprennes. Et je me suis retrouvé donc devant ces enfants, et ça a été une chance extraordinaire parce que là aussi, c'est eux qui m'ont appris d'abord à quel point le propre malheur de leur vie pouvait les avoir amenés à faire un certain nombre d'erreurs et de bêtises, mais à quel point il y avait aussi de la joie, à quel point il y avait de l'enthousiasme, à quel point il y avait de la volonté d'apprendre, de la curiosité. Et ça m'a nourri, et ça m'a convaincu que rien n'est écrit. Il n'y a pas d'un côté des êtres qui sont déterminés à faire le mal, des autres qui sont déterminés à faire le bien, qu'il doit y avoir une deuxième chance, qu'il doit y avoir la possibilité d'accompagner ceux qui justement n'ont pas cette chance-là. Et je me rappelle qu'un des enfants qui, quelques jours plus tard, a réussi à obtenir la permission de quitter l'institution pour entrer dans une autre, ayant eu un parcours très méritant, s'est fait écraser par une voiture, et je me rappelle la tristesse de tout ce groupe d'enfants. Il y a dans le fait de pouvoir rentrer dans la vie des autres, la capacité tout à coup à éclairer quelque chose de neuf et de sortir de soi. C'est je pense, la chance que j'ai eue dans mon enfance, c'est de pouvoir m'ouvrir à des milieux différents. Donc cette idée que rien n'est écrit, l'injustice est ancrée très profondément dans nos sociétés. Mais on peut se battre contre. On peut renverser la fatalité. Il y a une sorte de devoir à continuer à nous battre pour essayer de changer les choses. Moi, je retiens en tout cas, rien n'est écrit. La facilité à se mettre du côté de la meute, alors qu'en fait, il y a aussi la défense du plus faible, de celui qui est vulnérable, et l'ouverture aux autres, l'ouverture à la différence et à l'inégalité. 3 grandes lignes directrices de votre éducation. On peut se dire que c'est ça qui a forgé votre enfance. Oui, avec une dernière ligne forte, c'est... rien n'est acquis.
Tout est à faire. Même quand on grandit dans un endroit quand même, vous l'avez dit, hein, assez privilégié, rien n'est acquis. Surtout. Bon, on pourrait se dire, en France, on est très comme ça. On pourrait se dire, attendez, vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est quand même pas compliqué. Mais surtout, chez mon père et chez ma mère, il y avait cette idée, c'est pas parce que tu as réussi ton bac, c'est pas parce que tu as fait Sciences Po, c'est pas parce que tu as fait l'ENA que ta vie est réussie. C'est pas ça la vie. C'est quoi une vie réussie alors? Eh bien justement, c'est une vie qui s'accomplit jour après jour dans un engagement. C'est une vie qui ne se contente pas de la valeur d'un diplôme, qui ne se contente pas d'une réussite sociale. Moi, j'ai toujours été allergique à tout ce qui ressemble aux honneurs. L'idée de faire partie de tel et tel cercle où on retrouve toutes les têtes couronnées du pays, je n'ai jamais pu l'accepter parce que je n'ai jamais trouvé ma place dans ces institutions, dans ces enceintes. C'est quoi, vous y sentez pas très à l'aise, quoi? Non, plus que ça. Je pense que c'est trahir ce que je suis. C'est trahir la chance que j'ai eue dans la vie. Et rien n'est plus important pour moi que d'être fidèle à ces vérités de l'enfance. Ces vérités que j'ai découvertes au fil des différents pays où j'ai vécu et au fil de l'histoire qui est la mienne. C'est pour ça que j'y passe du temps. C'est parce que la suite, dans le non à l'Irak, on va y revenir dans la politique, tout procède de là. Tout s'écrit là, dans l'idée que face à l'injustice, face à ce que l'on croit être une certitude, eh bien, il faut toujours tout remettre en cause. Et c'est pour ça que j'ai gardé de cette enfance l'idée qu'il fallait penser contre soi-même. Il ne fallait pas imaginer qu'on détenait une fois pour toutes la vérité. Que l'éducation, et ça c'est quelque chose auquel mes parents tenaient beaucoup, c'est pas uniquement quelque chose qui vient des parents vers les enfants. Moi, dans ma famille, et c'était vrai chez mes parents, et ça a été vrai aussi moi comme parent avec mon épouse vis-à-vis de nos enfants, l'éducation va dans les deux sens et sans doute beaucoup plus d'ailleurs du côté des enfants vers les parents. J'ai beaucoup plus appris de mes enfants que je n'ai pu moi leur enseigner. J'ai essayé par l'engagement qui est le mien, par la vie qui est la mienne, de leur montrer le chemin auquel je croyais. Juste parenthèse, le truc que vous ont appris vos enfants et dont vous vous rappelez encore aujourd'hui tous les jours, c'est quoi? L'enseignement, vous vous dites, waouh, ça franchement, c'est mes enfants qui me l'ont enseigné. Hein. Le choix des mots. Le choix des mots. Le choix des mots. J'ai été très touché quand j'ai vu, par exemple, mes filles me dire « Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu sais, ça blesse. Ça blesse. » Et souvent, quand on rit, on fait une blague et qui se fait aux dépens de quelqu'un. Et ça, j'ai compris beaucoup avec mes enfants le risque de l'essentialisation, le risque de la stigmatisation. Et une fois de plus, dans une tradition française, il y a cette idée du rire un peu gras où on se moque de tel et tel, où on prend pour cible tel et tel. Et là, j'ai vu avec mes enfants qu'on avait changé de monde. J'ai vu avec mes enfants qu'il fallait être attentif aux mots que l'on choisissait. Et que ces mots pouvaient faire beaucoup de dégâts, ces mots pouvaient faire de la peine, ces mots pouvaient donner le sentiment d'exclure. Dans le fond, on a souvent pris l'habitude en France de rire aux dépens d'eux. Eh bien, le dépend d'eux, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants qui se sentent exclus. Et ça m'a renvoyé à ce que j'avais vécu dans la cour de récréation à Caracas, que j'ai vécu aussi en pension à Toulouse, qui est que dans une cour de récréation, il y a toujours une partie de la cour de récréation, une partie de la classe dont on se moque, qui est en quelque sorte le souffre-douleur, et les fortes têtes se font les dents sur cela. Et c'est pour ça que je me suis rappelé qu'enfant, j'avais le goût et le désir de me porter à chaque rentrée vers les nouveaux, vers ceux qui ne trouvaient pas spontanément leur place. Et là, mes enfants m'ont renvoyé en quelque part à ma propre enfance, et je me suis dit, oui, il faut être fidèle à ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant, et ce qu'ils ressentent eux aujourd'hui, y compris à travers le choix d'une blague ou le choix d'un mot. Donc je pense que cette éducation se fait, oui, plus que jamais, à travers des époques qui changent, à travers des sensibilités qui changent. On a besoin d'être guidé aussi par ces enfants. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, le ressentent ou ont l'habitude de vous écouter, mais moi, c'est vrai que quand je vous écoute, et là, c'est la première fois que je vous rencontre, on sent, en tout cas je sens, le combat qui vous habite, c'est-à-dire l'envie de mieux, l'envie de changement, l'envie de non. Vous avez écrit en 2002 dans Le cri de la gargouille, « C'est dans le silence que se forme le cri du juste ». Hors contexte de ce livre, moi,
qui m'intéresse, c'est est-ce que vous vous souvenez, à l'adolescence ou à un autre moment, le moment où il y a comme un cri, il y a comme un combat, il y a comme quelque chose qui s'impose à vous, qui va être le moteur du combat de votre vie? Et est-ce que vous vous souvenez d'une prise de conscience? Parfois, on se dit, mais je ne peux pas passer à côté de ce qui m'habite maintenant. C'est parfois le décès d'un proche. Pour certains, c'est des événements tragiques, des événements heureux, c'est des rencontres. Vous, c'est quoi ce moment où tout ce qu'on vient d'aborder ensemble devient un cri, devient un moteur qui vous amène encore aujourd'hui à parler avec cette intensité qui vous caractérise, mais aussi avec ce combat qui, j'imagine, continue de vous faire lever le matin avec une rage de vivre énorme? Ça me ramène à mon frère. J'ai passé mon bac quand j'étais en première, parce que je voulais rejoindre mon frère qui, lui, allait essayer, il avait 2 ans de plus que moi, allait essayer de passer son bac, alors que tous les médecins, tout le monde avait toujours dit « jamais il n'y arrivera, c'est pas possible, compte tenu de la médication, il ne pourra pas passer son bac ». Et ma mère s'était mis dans la tête qu'il le passerait. Et donc, je me suis dit, voilà, tu viens de passer ton bac, pars à New York. Je m'étais inscrit en licence de lettres par correspondance. Je voulais préparer un bac scientifique par ailleurs. Et donc, je pars à New York avec l'idée de l'aider à passer son bac. Et mon frère, quand je suis arrivé, me dit, écoute, tu viens de passer ton bac, je suis l'aîné, mais je te donne mon droit d'aînesse. Et là, stupéfait, donc je lui dis, écoute, non, il n'y a aucune raison ici. Maintenant, c'est toi qui es l'aîné. Et j'ai passé 1 an avec mon frère à partager avec lui la préparation du bac, mais beaucoup à travers la poésie. Et j'ai partagé avec lui la passion que j'avais des poètes, et surtout des poètes maudits, donc Pétrus Borel, Gérard de Nerval, Antonin Artaud, en lui montrant qu'il y avait des êtres extraordinaires, blessés par la vie, qui avaient pu trouver en eux la force de faire partager cet or qui existait en eux et qui nous permet aujourd'hui, parfois des siècles après, de vivre. Ça, c'est ce que vous essayez de transmettre à votre frère. Et c'est ce que je transmets à mon frère, qui, c'est anecdotique, mais obtient 19 au bac de français, donc qui bouleverse son professeur. Mais surtout, dans la transformation, la métamorphose. J'ai vu mon frère, qui est donc mort 1 an plus tard, j'ai vu mon frère se métamorphoser. Lui qui était plein de la violence et de la rage que donne l'incapacité de faire et d'accomplir tous les rêves qu'on voudrait faire. J'ai vu la sagesse, j'ai vu l'humanité, j'ai vu la volonté de partage. Et nous sommes partis pendant l'été, il s'était inscrit en licence de droit, nous sommes partis pendant l'été dans les pays du Nord, et en Norvège, Suède, etc. Et il est mort au retour, alors que nous étions en Bretagne, dans une vie qui avait été totalement accomplie. Une vie qui m'a laissé, moi, la plus grande leçon de vie que je puisse jamais avoir dans la vie. C'était une leçon que d'être capable ainsi de se changer soi-même, puisque dans le fond, c'est le but de toute vie, c'est de ne pas se considérer comme achevé, mais d'essayer de se transformer au fil de la vie, au fil des rencontres, au fil de l'idéal que l'on veut servir. Et là, il y avait pour moi véritablement un parcours, et j'étais heureux que ce soit beaucoup par la poésie, par le fait de pouvoir s'appuyer sur des êtres qui avaient été au bout du désespoir. René Char a une très belle formule, un très bel aphorisme. J'ai ramené du désespoir un panier si petit, mon amour, qu'on a pu le tresser en osier. Et il y avait dans le partage que j'ai eu avec mon frère un moment très fort pour moi, et qui est resté très fort, et qui constitue encore une des passions de ma vie, qui est l'affection que j'ai pour Gérard de Nerval. Gérard de Nerval se retrouve lors de la 2e grande crise qu'il a de folie dans l'asile du Docteur Blanche, qui est sur les bords de Seine, du côté de Passy. Et dans cet asile, qui était un asile où on pouvait entrer et sortir dans les périodes qui n'étaient pas les périodes les plus graves de folie, Gérard de Nerval se voit confier la tâche par le Docteur Blanche, donc médecin
psychiatre, si l'on peut dire, aliéniste, se voit confier la tâche de s'occuper d'un patient qui venait d'arriver, qui arrivait d'Afrique, qui s'appelait Saturnin, et qui est complètement enfermé en lui-même, qui ne peut pas dire un mot. Et pendant des heures, Gérard de Nerval prend Saturnin contre lui et lui parle, lui chuchote à l'oreille. Jusqu'à un moment où, après plusieurs jours, il prononce son premier mot, Saturnin. Par l'affection, par la tendresse, le fil des mots était retrouvé. Et je me suis dit, dans le fond, toute la vie, c'est quoi? C'est de trouver le mot juste, au moment juste. C'est de trouver le geste juste, au moment juste. Combien de fois on se lève la nuit en se disant « j'aurais dû dire ça. J'ai rencontré telle personne qui est venue me demander telle chose et j'aurais dû faire ça. » Et cette angoisse, ça a été celle de ma mère toute sa vie. Chaque matin, elle me disait « tiens, j'étais dans un dîner, on m'a dit ça, j'ai pas su quoi répondre. » Et elle me dit « j'ai pas dormi de la nuit, mais si j'avais pu, j'aurais dû lui dire ça. » Et je pense que le combat de la vie, c'est de trouver le mot juste au bon moment, de trouver le geste juste au bon moment, qui fait que votre vie prend plus de sens. Et souvent, on ne le fait pas par peur du ridicule. Et c'est quelque chose que mes parents m'ont enseigné. On ne dit jamais assez « je t'aime » aux gens qu'on aime. Et souvent, on se dit « tiens, mais j'aurais dû lui dire » et c'est trop tard. Et donc, cette capacité à vivre chaque moment comme si c'était le dernier, à vivre chaque engagement comme si c'était l'engagement de votre vie et qu'il n'y en aurait pas d'autre, dans la fidélité à tout ce qu'a été votre vie, je crois à cette logique du fil à plomb dans la vie. J'aimerais justement qu'on parle un petit peu du non en politique. Vous venez d'y faire référence, le discours du 14 février 2003, où vous dites non à l'engagement de la France dans la guerre en Irak. Tout le monde s'en souvient. Comment ce non se cristallise à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez nous le partager? Alors ce non, d'abord, il se fabrique à travers un choix politique qui se fait avec Jacques Chirac, qui, au nom de la France, considère que notre place, notre vocation, c'est de ne pas soutenir cette intervention et même de s'y opposer. Et Jacques Chirac est le dernier président de la République qui avait l'expérience de la guerre. Et cette expérience-là l'amenait à savoir que plaider en faveur d'une intervention, c'est quelque chose qui pouvait se payer en vies humaines et se payer en conséquences pour les peuples. Au cœur du gaullisme de Jacques Chirac et du mien, il y a cette idée que, bien sûr, il y a des relations d'État à État. La politique internationale, ça se fait entre les États, mais il y a aussi des peuples. Et l'idée que la France, qui avait connu avec Napoléon Bonaparte l'épreuve de la guerre d'Espagne contre le peuple espagnol, l'épreuve de la campagne de Russie, et qui avait été battu dans les deux cas contre une armée de pouilleux et de moines en Espagne, contre une armée qui refusait le combat en Russie, et la retraite de Russie avait été quelque chose d'épouvantable. Que notre pays qui avait connu la guerre du Vietnam et qui avait dû capituler à Dien Bien Phu, qui avait connu la guerre d'Algérie, que j'ai, par ma famille, vécu de près, et qui, ayant gagné militairement, mais ne pouvant pas transformer cette bataille militaire en bataille politique, eh bien tout ça, nous ne pouvions pas l'ignorer. Nous étions comptables de ces leçons de l'histoire. Et notre devoir, c'était de dire aux Américains, écoutez, nous savons, et Jacques Chirac connaissait par cœur le Moyen-Orient. Nous savons que ce que vous envisagez de faire est absurde. Vous imaginez que vous allez venir avec vos GIs et que vous allez transformer le Moyen-Orient en un lac de paix, de pays démocratique, que vous allez rentrer par la porte de Bagdad, sortir par la porte de Jérusalem en faisant la paix partout. Tout ça est absurde. Vous allez semer la mort, vous allez semer le chaos. Et c'est cette conviction qui fait qu'il y avait aucun doute possible. Vous vous souvenez, avant qu'on avance dans notre échange, d'une fois, pas forcément sur des grands enjeux géopolitiques comme ça, où vous n'avez pas trouvé la force de dire non, ou en fait, où parfois vous avez été confronté comme nous, quand je dis comme nous, c'est comme des personnes qui ne sont pas médiatiques, à là, j'ai pas la force de dire non, ou alors c'est trop compliqué, ou alors je dois passer à la suite. Est-ce que pour vous, quand même, cette hésitation-là, elle est arrivée dans votre vie, quoi? Oui, elle est arrivée, et il m'est arrivé de ne pas trouver la parole juste.
et donc de ne pas pouvoir adopter avec fermeté la position que j'aurais voulu avoir. Je prends un exemple. Dans un drame que vous avez évoqué avec François Molins, celui de Bouna et Zayed, j'étais Premier ministre. Le ministère de l'Intérieur sort un communiqué pour indiquer qu'à la suite d'un cambriolage, des jeunes avaient pris la fuite. Et évidemment, ce communiqué donnait le sentiment de mettre en cause ces jeunes, comme s'ils étaient des délinquants. Et il s'est avéré qu'ils ne l'étaient en aucun cas. Et donc, j'ai pu, à un moment donné, reprendre des mots, reprendre un communiqué, et évidemment, en toute bonne foi, parce que c'était l'expertise qui était donnée par le ministère de l'Intérieur. Et j'ai eu le sentiment, oui, de ne pas être à la hauteur de la tâche qui était la mienne et de ne pas faire ce que je devais. De la même façon, au moment du CPE, quand les manifestations ont grandi, j'ai bien compris que ce que je voulais faire et qui avait été nourri par l'expérience de la crise des banlieues. C'est parce que j'ai vu l'injustice qui était faite à ces jeunes des banlieues qui, avec parfois 5, 6, 7 ans d'études, ne se voyaient proposer aucun emploi, que j'ai imaginé un contrat qui, au bout de 2 ans, devenait un CDI, qui puisse permettre à ces jeunes de rentrer dans l'emploi sans que les patrons hésitent à les embaucher. Mais je me suis rendu compte que c'était vécu comme une injustice, que c'était vu comme de la précarité. Et je me revois me tournant vers mes collaborateurs en leur disant inventons quelque chose. Et tout à coup... Inventons quelque chose pour communiquer ou pour... Non, pour sortir de ce merdier. Pour trouver le moyen de corriger l'incompréhension qui était nouée autour de ce projet. Pourquoi on ne montre pas ça à la télé ou dans les médias? Non pas pour faire de la réelle politique petite, mais je veux dire, pourquoi on n'accepte pas le doute, le regret? Là, quand je vous entends, on se dit, mais à l'époque, parce que le CPE, c'est le contrat première embauche, c'est des manifestations monstres, c'est une jeunesse qui se révolte contre ces hommes et ces femmes politiques du moment. Pourquoi on ne dit pas... Attendez, juste 2 secondes là, il faut qu'on sorte de là, on s'est mal compris, ou alors, vous savez quoi, on prend un an, on revient. Pourquoi on rajoute de la com, des éléments de langage, de la protection. Là, je ne parle pas de vous directement, mais c'est aussi cette authenticité-là qui manque peut-être parfois. Oui. On a l'impression qu'on attend 10 ans pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? Et je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma carrière politique, et beaucoup comme conseiller de Jacques Chirac. Le doute... les regrets, très souvent quand vous les exprimez dans la vie politique, en direct, dans l'écosystème politico-médiatique, nourrissent le sentiment de fragilité qui encourage les observateurs à penser que vous êtes hémorragique. Or, c'est la grande règle de l'hémorragie. Quand vous nagez en mer, que vous saignez, les requins arrivent. Et donc, vous vous faites manger tout cru. Les piranhas arrivent. C'est l'histoire de la personne qui va sur une émission d'information continue, il raconte son truc et en fait il est mort. Exactement. C'est-à-dire que c'est la grande règle que se fixent les résistants, mais se fixent aussi les criminels. N'avouez jamais. La moindre reconnaissance, la moindre inflexion dans les certitudes que vous énoncez donne le sentiment que vous êtes fragile, que vous êtes prêt à rompre, que vous êtes prêt à vous rendre. Et c'est en ça que c'est compliqué. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité et que de la même façon qu'on doit s'ouvrir à la vulnérabilité de l'autre, je pense que la politique a un effort à faire sur elle-même. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Et je pense qu'il faut être assez fort pour pouvoir faire montre de ses doutes, de ses inquiétudes, de ses hésitations, y compris en revenant en arrière. Mais pour arriver à ça, il faut une force intérieure, il faut une expérience. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire à 30 ans, c'est pas quelque chose que vous faites à 40 ans. Regardez Emmanuel Macron, il ne peut qu'être droit dans ses bottes. Parce que la moindre hésitation, et c'était évidemment la conviction qu'il peut avoir que le sol se dérobe sous ses pieds. Mais la vie doit nous amener à une maturité politique qui transforme le doute, qui transforme l'interrogation en force. Et je reviens à une des leçons que j'ai apprises enfant. Les questions doivent venir avant les réponses. Et je me rappelle à la maison, quand j'affirmais quelque chose, dans la force de la conviction qu'on a quand on a 15 ans ou 16 ans, à chaque fois, mes parents me faisaient revenir en arrière, dire « Oui, mais est-ce que tu t'es posé la question suivante
et refaire le parcours qui a conduit tout à coup à une position abrupte, à une position sans nuance, à une position qui est une position fermée. Et si vous mettez les questions avant les réponses, vous êtes capable alors d'ajuster à chaque fois et de corriger. Il n'y a pas de devoir parfait en politique. Et c'est tout l'intérêt de ce rapport entre le pouvoir et le peuple, le référendum, les conventions citoyennes, c'est de pouvoir, l'expérimentation, c'est de pouvoir introduire ce paramètre de doute, ce paramètre d'hésitation qui est mortel aujourd'hui en politique, mais qui a pour vocation, si l'on veut qu'une démocratie soit vivante, à être intégrée à travers des mécanismes de la vie publique. En gros, il faut que les politiques publiques intègrent ce que les artistes appellent le repentir. Vous savez, en peinture, quand un peintre fait un geste de trop sur la toile, eh bien, il l'efface. Ça s'appelle un repentir. C'est comme ça que dans la fameuse toile de Courbet, l'atelier, il y a sur le côté droit un personnage qui a été quasiment effacé, qui est la maîtresse de Baudelaire, que l'on voit dans un coin, Jeanne Duval. Vraisemblablement parce que Baudelaire a dit à Courbet « Attention, c'est quelqu'un qui sent le soufre, donc je ne veux pas être avec elle sur la toile. » Et donc, ce personnage est effacé. Le repentir, on doit l'assumer dans une démocratie. Parce qu'une démocratie progresse de ses erreurs. Une démocratie progresse justement de ses hésitations. Et ça permet d'entraîner tout le monde. Pourquoi est-ce que la démocratie est tellement fragile aujourd'hui? Parce que nous sommes devenus des gens qui sont des adeptes du 50 plus 1. Une démocratie, ça doit laisser la place à la minorité. Ça doit dialoguer. 50 plus 1, c'est-à-dire on applique strictement la règle 50% plus une personne. Et à partir de là, on croit qu'on a tous les droits. À partir de là, on croit qu'on est président de droit divin sur l'ensemble des Français. Mais il faut donner des gages, il faut écouter les minorités et il faut être capable d'élargir sa majorité. Et cette intransigeance démocratique du fait majoritaire, parce que la pratique politique fait que les hommes politiques ou les femmes politiques ne sont pas capables de s'ouvrir à la différence, de s'ouvrir à des concessions et des compromis. Regardez la réforme des retraites, c'est quand même inouï. On a une réforme des retraites qui est rejetée par 70% des Français, pour ne pas dire davantage. Eh bien, comme un seul homme, on va ainsi contre les Français, contre le peuple. Ça montre, que la méthode est mauvaise, mais ça montre aussi que le point d'arrivée n'était sans doute pas le point de maturité et qu'il y avait encore sans doute à travailler. Donc, on se retrouve dans une situation où, parce que cette réforme a été profondément rejetée, eh bien, regardez, il ne s'est rien passé depuis. La réforme est bloquée dans notre pays. Il va falloir trouver le moyen de repartir. Ça veut dire d'assumer des regrets, ça veut dire d'ouvrir le débat et le jeu à d'autres possibilités si on veut pouvoir renouer avec la confiance démocratique. Cette confiance, elle est fragile. C'est vrai dans une famille, c'est vrai entre deux personnes qui s'aiment, mais c'est vrai aussi dans un pays. Là, ça fait 40-45 minutes qu'on discute. Et moi, je me dis, mais Dominique de Villepin, là, je comprends sa trajectoire, je comprends son authenticité. Et paf, une affaire. C'est ce qui vous est arrivé, l'affaire Clearstream. En l'espace d'une fraction de seconde, et vous n'êtes pas le premier, pas le dernier, tout ce que vous venez de dire ne sert à rien. Ce n'est que des éléments de langage, c'est que de la posture. Toute la machine s'emballe, les gens sont pour, les gens sont contre. Et ça coûte au pays, ça fait que les gens s'engueulent à table dimanche, ça fait qu'on n'y croit plus. Donc ma question est simple, est-ce qu'on peut encore être authentique, dire oui, dire non et y croire? Je crois, c'est un combat, et ça demande du temps. Il faut accepter les coups, et il faut accepter de ne pas les rendre. Il faut être plus fort que la rumeur, non pas en cherchant à la combattre, vous n'y arriverez pas, mais en restant debout. En montrant l'exemple. Donc, il ne faut pas la combattre, il faut juste rester debout. Vous laissez passer l'orage. Moi, je n'ai jamais fait de procès à tous ceux qui me diffamaient. Et Dieu sait, je peux vous dire, dans les derniers mois et les dernières années, le nombre de sottises qu'on raconte dans la presse, de fausses rumeurs, vous ne gagnez jamais contre ça. Vous vous usez. Le fait d'avoir été, en telle et telle circonstance, d'avoir été couvert de merde. De sentir que les gens s'éloignent parce que c'est jamais agréable d'être avec quelqu'un qui est couvert de goudron et de plumes et qu'on s'apprête à lyncher à la première occasion. C'est pas agréable. Personne n'a envie de fréquenter quelqu'un comme ça. Mais le fait d'avoir connu ça, d'abord ça vous rapproche de beaucoup de gens.
Et surtout, ça vous rapproche de vous-même. Ça vous rend authentique. Moi, je n'ai rien à gagner de la politique. Rien. Je n'ai rien à gagner. Et ça me ramène à la vérité de ce que je crois et à la simple vérité du combat que je mène. Et que je mène pour le service de mon pays, parce que je crois que notre pays n'est pas n'importe quel pays. Pourquoi j'accepterais, moi, que mes enfants soient salis, soient insultés, soient harcelés, soient traînés dans la boue? Pourquoi je l'accepterais sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Personne, aucun père n'accepte ça. Eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Et que depuis qu'ils sont enfants, ils savent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, qui est l'amour de la France. Et ça, c'est pas négociable. Et si j'étais quelqu'un, parce qu'il a peur de se faire insulter dans la rue, ou parce qu'il a peur de se faire attaquer sur tel et tel sujet, eh bien, rentrer chez lui et marcher tête basse, eh bien, je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace. Je n'aurais pas le sentiment d'avoir été au bout de ce que je dois à mon pays et de ce que je dois aux Français. Vous savez, très tôt, on découvre qui on est. On découvre qui on est à travers des livres d'histoire, à travers des images, à travers des rencontres. Moi, j'ai eu la chance... C'est la première question que je vous ai posée. Qui êtes-vous? Oui, mais j'ai eu la chance de voir le général de Gaulle à quelques mètres de moi, à l'occasion de la communion d'un de ses petits-fils et qui faisait sa communion en même temps que mon frère. Et quand j'ai vu cet homme droit comme un i, et qui était la France. Il n'y a pas que tante Yvonne qui lui disait « Alors, Charles, tu te prends pour la France ?» Il était la France. Eh bien, je me suis dit, ça, c'est l'exemple à suivre. Ça, c'est un homme qui ne s'agenouille devant rien de méprisable. Voilà quelqu'un qui ne recule pas. Voilà quelqu'un, et ça, c'est l'idée que j'ai de mon pays. C'est un pays qui joue au-dessus de sa catégorie. Nous sommes en dehors de toute catégorie. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir français. Il y a quelque chose qui nous oblige dans l'histoire de France. Et quand tous les pays accepteraient de se compromettre parce que c'est plus facile de suivre telle et telle grande puissance, la France, eh bien, c'est le discours de Plumpett du général de Gaulle qui fait la leçon aux Américains. La France, c'est un pays qui, au bout du compte, décide qu'une guerre ne saurait être sans fin et qui met fin à la guerre d'Algérie. C'est un pays qui a le courage de se confronter avec lui-même. C'est Jacques Chirac qui a le courage et la capacité de reconnaître que, à l'occasion du Veldiv, la France a failli, l'État français a failli et que nous avons commis l'irréparable. Ça, pour moi, c'est la France. Vous avez dit... Les affaires que j'ai vécues, les coups que j'ai pris, m'ont fait beaucoup apprendre sur moi. Il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs, et puis tout à chacun qui, dans sa vie, travaille sur lui-même pour progresser, la notion de progression. Est-ce que vous, à travers tous ces coups que vous avez pris, vous accepteriez de nous dire, si c'est le cas, que vous avez travaillé sur vous-même pour progresser, pour mener vos combats? Est-ce qu'un homme politique peut dire ça? Mais bien sûr, c'est la première chose qu'il doit dire d'ailleurs. Moi, quand j'étais enfant et que j'empruntais des livres à la bibliothèque de l'école, je prenais toujours les plus gros livres. Parce que j'avais. C'est pas forcément des livres de développement personnel. Hein. Et ici, justement, quand vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, vous pouvez difficilement trouver meilleure leçon de développement personnel. Hein, entre la trajectoire d'Achille et la trajectoire d'Ulysse, c'est deux choix de vie, deux engagements dans la vie. Quand vous lisez Rabelais, Pantagruel, Gargantua, là aussi, c'est des choix de vie. Donc je prenais les plus gros livres parce que j'étais convaincu qu'une fois que je les aurais lus, j'aurais réussi à me changer, à me transformer, à me débarrasser de tout ce qui pouvait me déplaire justement dans certaines de mes réactions, de mes façons de penser. Et je n'ai jamais cessé de penser que la première chose qu'on peut faire dans la vie, c'est de se changer soi-même. On peut rêver de changer les autres, de changer le monde, mais se changer soi-même, c'est quand même ce qui vous permet à chaque fois de vous ajuster et de rester fidèle à ce qu'on est. Se changer, c'est rester fidèle à l'idée qu'on se fait d'un certain nombre d'idéaux que l'on veut atteindre. Donc oui, et de ce point de vue-là, toute la littérature, c'est ça. Vous lisez Samuel Beckett, vous lisez les grandes pièces d'Albert Camus. À chaque fois, vous êtes confronté à des situations qui sont celles qui vous offrent le changement. Je vous donne un exemple. Dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, il y a un épisode tout à fait inouï, qui est l'épisode du Grand Inquisiteur,
où le Christ revient sur terre des siècles après, et le grand inquisiteur le fait comparaître et se propose de le condamner. Et le Christ se lève et embrasse les lèvres desséchées du grand inquisiteur, qui renonce finalement à le condamner. Les gestes de la vie, le choix de l'inattendu, le choix d'une pensée différente, de ce que l'on n'attend pas, de cette capacité qu'on a creusée en soi pour ne pas céder à la pulsion normale de tout être humain dans certaines circonstances, de colère, de rage, d'ingratitude. Tout ça transforme le monde. C'est comme ça qu'on change le monde. Et c'est ce qu'on peut apprendre de plus beau à nos enfants. C'est que il ne faut pas se laisser aller à tout ce qui, au fond de nous, bout. Et il faut être capable de le transformer, de l'enrichir et de l'apporter après à la vie collective. Donc je pense que oui, cette alchimie, cette métamorphose, je l'ai souvent dit pour un président de la République. Un président de la République, c'est un homme qui doit se métamorphoser. Personne n'a écrit dans son destin, dans son esprit, une capacité naturelle à devenir un jour chef de l'État. Ça veut aussi dire connaître ses fragilités. Mais bien sûr, mais c'est en ça qu'il faut être capable de métamorphose. Parce qu'il y a au cœur de tout ce dont on parle une idée qui explique l'esprit de mission, qui explique l'esprit de service public, le choix de servir l'État. C'est l'intérêt général. Pour arriver à servir l'intérêt général, il faut sortir de soi-même. Il faut sortir de ses égoïsmes. Il faut sortir de ses désirs personnels. Il faut sortir de ses ambitions. Et être à la hauteur de cet intérêt-là. Il y a ceux qui nous écoutent, puis il y a ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent, vous m'avez vu sourire quand vous avez dit l'intérêt général. J'ai souri parce que j'ai retrouvé cette phrase du pape François qui a été dite par différents papes avant lui. Je le cite. « La politique est une des formes les plus élevées de la charité parce qu'elle cherche le bien commun. » Est-ce que vous, à titre personnel, la vie spirituelle fait partie de votre vie? Et est-ce que elle guide aussi votre engagement? Elle vous transmet une hauteur de vue? Elle vous garde aussi humble par rapport à quelque chose qui nous dépasse et qu'on appelle la verticalité, la transcendance, qui, pour ceux qui y croient, est aussi un moteur, une source, une confiance de vie? Bien sûr, et dans mon cas, j'ai eu des périodes très différentes dans toute une partie de ma vie, du fait de l'éducation qui était la mienne et des épreuves que j'ai traversées. La force spirituelle a été très présente, au point que j'allais à la messe tous les jours. Le besoin d'une quête spirituelle était très fort. Avec le temps, avec la réflexion, cette quête est davantage aujourd'hui une quête d'humanisme, une quête d'universalisme, une quête d'altérité. Et cette exigence-là, elle est en permanence à la source de questions. Quand on lit les évangiles, on est extraordinairement frappé par la capacité de Jésus à réconcilier le visible et l'invisible. La poésie fait pareil. Vous pouvez développer ça, ce point? Les paraboles permettent d'établir ce lien entre la vie quotidienne, la femme adultère que d'aucuns voudraient lapider parce qu'elle n'obéit pas aux règles morales de la cité, et Jésus trace dans la poussière des petits dessins en disant que celui qui a le plus péché jette la première pierre. Et puis il passe quelques instants et évidemment les pharisiens s'en vont les uns après les autres, ils se retrouvent seuls avec la femme adultère. C'est le visible qui rencontre l'invisible. Je citais Saturnin et Gérard de Nerval, toute sa vie, il a voulu réconcilier le rêve et la vie. Je crois que c'est de rendre cette exigence. À quoi ça sert de se dire chrétien
pour un responsable politique si vous n'êtes pas capable de le faire transparaître dans votre engagement, de le faire vivre à travers les choix que vous faites. Est-ce que vous prenez des moments de recueillement, de silence? Pour un croyant, on dirait de spiritualité, on dirait de prière. Pour un non-croyant, un moment de méditation. Est-ce qu'on est capable aussi, est-ce que vous, parfois, vous prenez des moments dans votre hygiène personnelle d'extraction du monde, à la fois pour être humble par rapport à ce qui nous dépasse et en même temps aussi pour avoir le temps du recul, quoi? Oui, c'est indispensable. Moi, je suis resté fidèle à l'Angélus du matin et l'Angélus du soir. C'est ces moments où on se retrouve, on fait le point. Qu'ai-je fait de ma journée? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai péché? Je m'excuse de l'emploi de ce terme, mais au sens, est-ce que j'ai dérapé? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire? Ce questionnement le matin de bonnes résolutions, de celles qu'on s'est fixées la veille, des nœuds qu'on a fait dans son mouchoir, et le questionnement du soir pour voir jusqu'où on a pu aller et essayer de faire mieux le lendemain. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité. Et c'est vrai que la solitude, elle est indispensable. Moi, c'est pour ça que l'écriture m'a accompagné et m'accompagne tout au long de ma vie, parce que devant la page blanche, je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas trahir. Et c'est la même main qui écrit. C'est le même enfant qui respire. Et donc ça, on ne trahit pas, on ne peut pas jouer avec son enfance. Et au bout du compte, c'est le jugement le plus dur qu'on puisse se porter à soi-même. C'est celui de convoquer l'enfant qu'on était pour juger de ce qu'on est devenu. Et ça, c'est une nécessité absolue. La boucle est bouclée avec notre début d'interview. On arrive au terme, Dominique de Villepin, de notre échange. On est tellement rentré vite que j'ai même pas eu le temps de vous faire retourner les 2 dernières cartes qui étaient 2 autres phrases à compléter. Retournez-les parce que les gens vont nous demander ce que c'est. Peut-être que vous pouvez y répondre en une fraction de seconde. Mais... Mon livre n'est pas un manifeste pour 2027, mais... Très simplement. Non, c'est pas un manifeste pour 2027, mais c'est une volonté de poser une pierre blanche dans ma réflexion, dans ma volonté de partager avec les Français cette réflexion, donc c'est une pierre sur un chemin. Et la dernière carte ? La dernière fois que j'ai dû dire non et que ça m'a coûté, c'était pour Gaza. Non à un monde qui devient un monde inhumain, non à un monde qui divise, non à un monde qui perd le sens du quotidien, des valeurs, non à un monde qui ne regarde pas les enfants mourir et les femmes mourir innocentes, et tout en essayant de ne pas perdre de la complexité d'un enjeu aussi difficile que celui de Gaza. J'aimerais que vous nous laissiez, tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, avec 2 lueurs. Une personne aujourd'hui qui ne sait pas dire non, vous aimeriez lui dire quoi? Vis chaque instant de ta vie comme si la vie allait s'arrêter. Et pour celui qui ne croit plus en rien quand il regarde notre époque? Ouvre les yeux sur celui qui passe à tes côtés, ouvre les yeux sur cette femme qui porte son enfant et qui marche dans la rue, ouvre les yeux sur l'enfant que tu étais. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'être venu aujourd'hui sur le plateau des Lueurs. Je rappelle la sortie de votre livre, Le pouvoir de dire non, aux éditions Flammarion. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. Vous pouvez la commenter, vous pouvez nous faire vos retours, vous pouvez aussi poser vos questions à Dominique de Villepin. On lui transmettra. Continuez de vous abonner et moi je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour un nouvel épisode des Lueurs. À très vite.